donne-moi le... Ouais, c'est très bien. Ah, peut-être. Lumière, maestro, s'il vous plaît. Bien, alors, dernière partie de la conférence, qui sera peut-être la partie un peu plus longue, on va dire, hormis le film, on va se poser la question de savoir si la Saône-et-Loire est effectivement une terre d'orage. Alors, on va commencer, comme tout à l'heure, par quelques chiffres. Donc, les orages en Saône-et-Loire, c'est 14 jours d'orage par an en moyenne, sur la période 2002-2011, contre 11 jours en moyenne au niveau national. Alors, ce qui classe le département en 33e rang de niveau chironique, c'est 11 000 impacts de foudre en moyenne par an. Une densité de foudrement de 2,7, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le nombre d'impacts recensés par an au kilomètre carré. Donc un taux élevé au niveau national, puisque la moyenne était quelques années entre 2,3 et 2,5, donc on est au-dessus de la moyenne nationale. Et selon les données que j'ai pu voir sur le site Kéronos, le département a été en 2012, avec le Puy-de-Dôme et l'Allier, celui où se sont formés le plus d'orages à caractère supercellulaire en juin, juillet et août. Donc effectivement, là on voit sur cette carte qu'on a déjà vue tout à l'heure, donc la Saône-et-Loire 2,7, le Rhône, et on voit que plus on descend vers la Provence, plus le niveau de foudroiement est élevé. Le sud-ouest aussi. Donc nous on est, vous voyez, on est bien là. Après, au-dessus, ça commence à décroître. Alors pourquoi la Saône-et-Loire a une densité de foudroiement aussi élevée? Pourquoi il y a beaucoup d'orages? Alors si on connaît un peu la géographie, c'est pas trop compliqué à comprendre. La Saône-et-Loire, c'est un couloir à orage qui est juste coincé entre le Massif central d'un côté et le Jura de l'autre. En plus, le département, il est situé exactement sur la zone de conflit entre les masses d'air chaude qui remontent du sud-ouest et du sud-est et qui rentrent en conflit avec les masses d'air froide qui descendent du nord et du nord-est. Et puis, en plus, la Saône-et-Loire, on peut dire que par certains endroits, il y a une sorte de microclimat à l'échelle départementale, avec la présence à l'ouest de la fraîcheur et de l'humidité du Morvan, au centre des côtes charolaises et chalonnaises et au sud de la côte mâconnaise. Alors dès qu'il y a un petit relief, vous l'avez vu tout à l'heure, ça favorise la convection, la formation d'orages. C'est ce qu'on appelle l'orographie, c'est un phénomène qui est très connu des montagnards, surtout en été, où au-dessus des sommets se produisent des orages très violents. Donc ça agit un petit peu aussi, le relief de la Saône-et-Loire. Et une fois que ça a franchi ces reliefs, on arrive sur la plaine de la Bresse qui là, comme toute plaine qui se respecte, est plus chaude et en plus très humide, la plaine de la Bresse, donc chaleur et humidité, tout ce qu'il faut pour que des orages violents puissent se déclencher. Alors si on regarde cette carte de juillet 2010, on voit, c'est la carte des orages forts, pour juillet 2010, on voit que les orages forts se sont déclenchés plutôt dans cette région-là, Massif central, Bourgogne et Nord-Est. Mais si on affine un petit peu pour juillet 2010, vas-y. Si on parle d'orages violents en juillet 2010, eh bien on voit que les orages les plus violents de juillet 2010 se sont déclenchés dans la Loire, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or et les Ardennes. En tout cas dans notre région, dans notre département. Alors vas-y, avance. Maintenant, si on prend juillet 2011, on a à peu près une carte à peu près semblable, avec peut-être des orages moins forts en juillet 2011, mais on voit toujours cet axe sud-ouest, nord-est. Vous voyez? Alors bien sûr, ici c'est les Alpes, donc là on a ce phénomène d'orographie dont je vous ai parlé, mais on a cet axe privilégié pour les orages sud-ouest, nord-est, et nous, bien évidemment, on est en plein sur le trajet de cet axe. Vas-y. Maintenant, si on prend juin 2012, on a vraiment eu dans la région une situation explosive. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ça là-haut. Alors, ce camembert montre les orages, le bilan des orages à l'échelle nationale. Donc pour la France, 50% d'orages modérés, 44% à peu près d'orages faibles et 4% d'orages forts
et seulement 1,4% d'orages violents. Et maintenant, si on prend la carte des orages forts en juin 2012, on voit que les orages les plus forts ont eu lieu en Loire, en Allier et en Saône-et-Loire, et un petit peu aussi dans le nord-est. Et maintenant, si on prend la carte des orages violents de juin 2012, eh bien, bingo, c'est pour nous. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de juin 2012 cette année dans le secteur. Ça a été plusieurs orages très violents, dont un très 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 violent le 30 juin, avec des très gros dégâts de la grêle sur la plaine de la Bresse. Voilà, alors maintenant si on prend un petit peu plus l'aspect photographie, chasse aux orages, je vais vous présenter plusieurs chasses aux orages qui m'ont vraiment frappé, marqué. Ouais, je dis remarqué plutôt que frappé. Donc on va commencer par le 30 juillet 2008, c'est vraiment la première grosse chasse aux orages que j'ai faite puisque j'ai commencé à faire vraiment des photos en 2008. Donc eh bien c'est tournu, hein, vous reconnaissez l'abbaye, l'autoroute A6, là, voilà. Un système multicellulaire qui a frappé la ville, la région, avec le développement de plusieurs orages successifs. Voilà, vous voyez. Donc là on est sur la plaine de la Bresse. Je dirais que ici c'est tournu, ici on doit être du côté de Cuisery, vous voyez, on doit être à peu près. Voilà, on doit être à peu près dans le secteur en fait. Hein. Toujours le même soir, un petit peu plus tard, comme je vous ai dit, c'est un multicellulaire, donc plusieurs orages se sont succédés. Ça, c'est un autre orage qui est arrivé derrière le précédent, et celui-là est encore plus violent, vraiment violent. Pour ceux qui connaissent, je suis sur le parking du Greuze, le restaurant Greuze, vous connaissez. Là, c'est la colline de Mancé, le col des Chèvres ici. Et cet orage vraiment était ultra électrique. Et la première photo que vous avez vue tout à l'heure, en fait, elle a fait la une du journal de Saône-et-Loire. J'ai été interviewé le lendemain. Parce que cet orage, en avançant vers Tournu, il a frappé le transformateur qui est sur les hauteurs de la ville. Là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui habitent dans le secteur, en fait, la ville s'est totalement retrouvée plongée dans le noir pendant plusieurs heures. Et en fait, c'était cet orage-là qui avait tout bousillé, entre guillemets. Alors, en 2009, on fait un saut de 1 an dans le temps. Une photo que Gilles vous a montrée tout à l'heure. Vous voyez, je l'ai quand même prise en photo, hein. Je ne faisais pas que prendre des buissons derrière. Hein. Hein. Alors, pour la petite anecdote, mon ancienne voiture, la voiture de Gilles, en fait, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. On se connaissait via les forums où on poste nos photos, mais on ne s'était jamais vu ici. Et on s'est retrouvés sur ce parking, là, à prendre cette super cellule en rotation. Il y a ici des gens qui sont allés chasser aux États-Unis. C'est ce genre de structure qu'on rencontre aux États-Unis, mais en plus, puissance 10, on va dire. Le même soir, donc un bel éclair qui tape la plaine de la Bresse, ici c'est le début de Sensey-le-Grand. Bon voilà. Le même soir toujours, alors pareil, système multicellulaire, 3, 4, 5 orages à la suite pendant plusieurs heures. Ça c'est la colline de Mancé, là c'est le village de Mancé, donc vous voyez ça tape sur la colline. Le lendemain, le 14 juillet 2009, feu d'artifice électrique le jour de la fête nationale. Donc là, pareil, je suis sur les hauteurs de Sensey. Là, derrière les arbres, en fait, les premières lumières qu'on voit là, c'est le village de l'Ève. Donc c'est la plaine de la Grande, là, devant. Des impacts, j'ai vraiment vu arriver l'orage comme ça sur la plaine et il est idéalement passé juste devant moi. Alors je vous peux croire que là, quand j'ai pris cette photo, ça ne se voit pas trop parce que j'ai beaucoup corrigé la photo. Mais il y avait énormément de gouttes d'eau sur mon objectif. J'étais sous le parapluie, j'étais comme ça, je me faisais secouer comme un prunier. C'était vraiment intense, mais ça donnait une très jolie photo. 2 jours plus tard, ce que j'ai appelé le bouquet final des 3 glorieuses de mi-juillet 2009, toujours au même endroit, le village de l'Ève, qui est frappé par un nouvel orage très puissant. Et avec la chance à ce moment-là de prendre les éclairs juste devant, à 1 km, 1 km et demi devant. Vous êtes toujours à Saint-Martin-de-Grève ? Pas toujours, mais là c'est pris de cet endroit-là, oui. Ouais. Bon, maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont mis des barrières. Mais bon. Oui. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même, il ne faut pas le dire. Tu filmes pas Alexis, s'il te plaît, pendant que je dis ça.
Donc, bah, vous voyez, ça tombe vraiment dans un champ. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a un arbre juste à côté. On aurait pu croire que ça aurait pu tomber sur l'arbre. Il y a un poids à côté, mais non, ça tombe dans le champ. Donc, vous voyez, il n'y a pas de règle préétablie. Et puis là, bah, pareil, hein, un seul canal qui se divise en 2 et en 3. Donc, c'était quoi la distance à peu près? bon, ici, je dirais 1,5 km, 1,2 km. Ouais, ouais. Et pas une goutte. Orage sec. Orage sec, la pluie était juste derrière, elle est passée derrière, on n'a pas eu une goutte. Donc, le Graal, encore une fois. Vas-y. 3 juillet 2010, je suis allé rejoindre mon ami Roger qui est ici, sur le Revermont, au Mont-Julie, pour ceux qui connaissent, sur les hauteurs de Bourg-en-Bresse. Situation orageuse d'été classique, avec prévision d'orage violent. Donc on dit, bon, on va aller là-bas, et puis bah, on arrive, rien du tout. Et à 10h du soir, l'orage se déclenche juste à la fin de la plaine de la Bresse, vraiment sur les premiers contreforts. Roger ici, vous voyez, avec son double appareil photo, caméra, rien loupé Roger. Et ce qui est intéressant, regardez là, il y a un impact sur un sapin. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est un peu petit, mais on voit le sapin en incandescence, vous voyez. Là, certainement aussi. Vous voyez là. Donc, je vous le disais tout à l'heure, ne vous mettez pas sous les arbres quand il y a de l'orage. Le même soir, un impact à 1 km de vent. Malheureusement, je n'ai pas le point d'impact parce que c'était caché par les arbres et c'est quand même pas mal. Toujours le même soir, il y a eu plusieurs orages. En fait, c'est le même orage qui a avancé. Et on l'a pris par l'avant, sur le côté et derrière. On va dire 1h30 plus tard, une cellule, comme vous pouvez le constater, ultra-électrique, qui s'est déclenchée sur les monts du Beaujolais du côté de Châtillon-sur-Chalaronne, je crois, c'est dans le Beaujolais, je ne dis pas de bêtises. C'est ça, non? Non, c'est au Châtillon. C'est dans la Bresse. C'est dans l'Ain, en Bresse. Bon, bah en tout cas, c'est passé par là et c'est venu après vers Bourg-en-Bresse. Vous voyez comment je contourne un peu. Donc, une cellule ici, très électrique, vraiment localisée, des impacts qui partent, des extra-nuageux qui partent de la cellule et surtout un énorme extra-nuageux qui part de tout en haut de la cellule. Donc, cet extra-nuageux-là, il doit avoir 10 ou 12 km en fait, de longueur. Vous voyez. Et donc ici, pour obtenir une telle photo, c'est une pause longue de 3 minutes. Donc j'ai mon appareil photo là pendant 3 minutes. L'idée en fait c'était, comme la cellule était ultra électrique, l'idée c'était de réussir à capter cette intensité électrique sur une même photo en fait. Donc là c'est tout ce qui est tombé pendant 3 minutes. Sauf que ce que vous voyez là, ça a duré pendant 1 heure. Donc des photos comme ça, j'en ai plein sur cette cellule là. C'était vraiment la fête. Les photos suivantes, le 22 août 2010, on est toujours en 2010, la région de Lons-le-Saunier, 3 heures de foudre sur la Bresse comtoise, vas-y. Donc là, un coup de bol, je chausse le 50 mm en focale fixe, donc il n'y a pas de zoom, on ne peut pas élargir, on ne peut pas se rapprocher, et puis boum, ça tombe en plein dans le cadre. Dick était là d'ailleurs ce jour-là. Oui, il était avec nous. On avait arrivé Nicolas Gascard aussi, qui est là dans la salle en fin de soirée. Toujours le même soir, donc un nouvel orage qui arrive en nocturne. Alors on voit très très bien le rideau de précipitation là derrière. Ici la zone sèche, et en fait les éclairs tombent juste à l'avant du rideau de précipitation dans la zone sèche. D'où ces énormes ramifications. Et celui-là il est certainement déjà un peu dans l'eau, vous voyez. Et par contre, ceux-là, ils sont vraiment juste à l'avant du rideau de pluie. Même chose, même soir, avec un zoom, un petit coup de zoom. Donc on voit bien la zone de pluie là, et les éclairs en zone sèche juste devant. Avec ici, à mon avis, on ne doit pas être très loin d'un extra-nuageux aussi. 12 juillet 2011, on avance d'un an encore, on se rapproche. J'ai nommé ça un déchaînement chéronique sur la Saône-et-Loire. Donc, passage de plusieurs orages supercellulaires dans la même soirée. Le 12 juillet 2011, ça a été la journée la plus électrique de 2011. Voyez. Village de l'Ève, plaine de la Grande, une supercellule qui arrive de l'Allier,
avec une intensité électrique à l'intérieur, une intensité intranuageuse vraiment élevée. Et pendant une demi-heure, on voit la cellule approcher, et puis des flashs, et puis rien qui en sort. Et là, on commence à pester, à faire une incantation au dieu des orages, pour dire mais tu vas sortir, et au moment où je dis ça, boum. Juste à l'endroit où il fallait, dans le cadrage parfait, à l'avant du rideau de tri en zone sèche, impeccable. Vous avez vu la photo là-bas, ce que ça donne. Très sympa. Le même soir, un deuxième orage qui succède au premier, pareil, certainement, on n'était peut-être plus dans un système supercellulaire à ce moment-là, mais très très électrique. Village de l'Ève, toujours, la plaine de la Grande, la colline de Buxy. Troisième ou quatrième orage de la soirée, je ne sais plus très bien, village de l'Ève, la plaine, Chalon par là. Et là, la colline de Buxy avec l'arrivée d'une nouvelle supercellule. Pareil, ultra électrique, très peu de coups de foudre au sol, par contre, la formation d'un magnifique arcus à l'avant. Et ça a été le signal de la fin de la chasse après le passage, parce que c'était vraiment trop pluvieux là-bas. Et ça, c'était l'arrière de la même cellule. Alors, tout un tas de spiders, l'arrière de l'enclume en fait, qui s'illuminait, et des coups de foudre qui sortaient aussi sur le côté. Toujours pareil, la même cellule électrique, hein, avec des spiders, comme Gilou vous a montré tout à l'heure. Enfin, Gilles, excusez-moi. On arrive en 2012, donc fin mai 2012, enfin plusieurs heures de foudre en nocturne. Une chasse commençait vers le mont Rhône-Château, du côté de Saint-Sernin-du-Plat, et qui s'est terminée à Tournu à plus de 5 heures du matin. Vas-y. Donc ça, c'est pris des hauteurs du Mont Rhône. Là, on a le Morvan. De ce côté-là, plutôt, on a Mont-Solimite. Donc on a vu arriver tout ce système orageux. J'étais avec Romain et Rémi, je crois qu'ils sont là dans le coin. Ou Romain, ça peut... Enfin, je ne sais plus trop bien, mais enfin, ils sont là. Donc ils pourront témoigner aussi que ça a été très très électrique. Vas-y. Donc la cellule orageuse arrive à notre niveau, la pluie qui est là justement, et puis par un internuageux qui part juste au-dessus de notre tête. Donc là, si l'éclair en fait paraît un peu loin, et c'est simplement parce que je suis en ultra grand angle, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a tendance à élargir un peu le champ, enfin une grosse tendance à élargir le champ, c'est le but. Mais ça en fait, il nous est passé juste au-dessus de la tête. Et puis, comme je l'avais dit avant, une chasse qui se termine vers 4-5 heures du matin à Tournu, avec malheureusement le temps de faire la route, les éclairs qui sont tombés sur Tournu, je ne les ai pas eus, j'ai juste eu l'arrière de l'orage. Photo intéressante, des spiders, un internuageux, des coups de foudre, encore un internuageux. Et en gros, les 3-4 types d'éclairs sur la même photo. Début juin 2012, alors j'ai mis Fleury, mais je me suis trompé, en fait, c'est une chasse de folie entre Beaujolais, Mâconnais et Tournu-Joie, donc plusieurs orages supercellulaires se succèdent. Alors c'est pas à Fleury, c'est dans le vignoble de Villiers-Morgon, en fait, dans le Beaujolais. Donc on voit ici un système supercellulaire. Alors il faut s'imaginer qu'au-dessus c'est évidemment énorme, hein, sur plusieurs kilomètres d'altitude. Et la formation ici d'un mésocyclone en rotation. Et derrière ici des très grosses précipitations entre grêle et pluie, mais ça a été de la grêle. Et puis un fait intéressant, j'avais jamais observé un tel phénomène. Ici, sous le mésocyclone en fait, qui a commencé à prendre une forme un peu moins académique, je vois monter des nuages. Au départ, je ne fais pas trop attention parce que je surveille ce qui arrive là, puis la foudre elle était plutôt de ce côté-là. Et je vois cette chose là se former. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et on voit en fait qu'il y a un énorme phénomène de condensation en fait, et le système est tellement puissant qu'il a aspiré en fait toute l'humidité qui était en dessous. Donc, vous voyez, et ici on a un début de ce qu'on appelle dans une supercellule, ce qu'on appelle une queue de castor. Donc là, on a vraiment un système supercellulaire, et ça, en fait, ça a duré 3-4 minutes, et puis d'un seul coup, plus rien. L'orage avait aspiré toute l'humidité qu'il y avait là en dessous, et voilà.
Ça avait alimenté à nouveau la colonne de l'orage, et puis il n'y avait plus rien. Après j'ai dû partir parce que je me suis pris la grêle de manière un peu violente. Le même soir, 1 heure ou 2 plus tard, donc là ce coup-ci je suis à Fleury, donc toujours les monts du Beaujolais, ici les premières lumières vers Villefranche-sur-Saône. Photo intéressante, parce que l'orage en fait, le nuage d'orage s'est un peu scindé en 2 parties, une partie ici, une partie là, et entre les deux, des charges reliant les 2 parties du nuage. Puis en plus dans un petit paysage de carte postale, donc photo plutôt sympa, je dirais. Là, le même orage qui avance, en franchissant les monts du Beaujolais, il arrive sur la plaine de la Dombes, là derrière les premiers monts du Lyonnais, et là il a commencé vraiment à lâcher de la foudre. Les Lyonnais ici présents, Alexis qui est en train de filmer là-bas, qui se trouvaient de ce côté-là, eux ils ont eu la foudre vraiment très proche avec des superbes photos. Et le même soir, un peu plus tard, une photo que j'ai nommée Les Griffes de la Nuit, en hommage à notre ami Freddy. Oui, voilà, donc un petit système d'éclairs ramifiés comme ça, internuageux, entre le spider et l'internuageux, et puis la ville de Tournu, juste en dessous. On arrive à fin juin 2012, on est toujours dans les orages violents. Nouvelle supercellule sur la Saône-et-Loire. Dans la région, on va dire, d'Autun. Alors là, je suis dans le vignoble de Chardonnay. J'ai vu qu'il y avait Christophe qui était là, Christophe Asselin, voilà, qui lui était, c'est ça, ou Digne aussi, je crois que tu étais face à, et vous étiez très proches en fait. Et vraiment un système supercellulaire bien puissant, avec une belle enclume, la colonne d'alimentation aussi, donc je me suis déplacé un peu vers SNC pour pouvoir la voir de face, vas-y. Voilà, donc pareil, un mésocyclone ici, en rotation. Il faut imaginer que tout le système ici est en rotation en fait. L'enclume ici, et puis il y avait des décharges intranuageuses ici à l'intérieur. Et comme tout à l'heure, une aspiration par la cellule de l'humidité en dessous qui auto-alimente en fait la cellule. Bon, un petit coup de foudre quand même sympa aux 50 mm. On arrive au 30 juin 2012, date qui va rester dans les annales, je pense, par rapport à la foudre qui est tombée sur la région, puisqu'on a eu des grêlons comme jusqu'à 10 cm recensés dans le nord-ouest de la Saône-et-Loire, vers la côte nord. 14 cm en amont. Combien ? 14 cm en amont. 14 cm. C'est mal quand même sur la tête, ça. Hein, sur les lignes aussi. Hein. Sur les toits aussi, hein, je pense que l'entreprise Rexa Bâtiment n'a pas trop aimé. 3500 m² de toiture qui se sont effondrés sous le poids de la foudre, de la grêle. Et puis ben voilà, cette fameuse supercellule qui a pris naissance juste derrière Tournu. Là je suis à l'Accro, on est donc entre Cuisery, ça c'est la route entre Cuisery et Tournu. J'ai vu partir en fait cette cellule sans savoir au départ évidemment que ça allait devenir un monstre. Pour moi c'était simplement une cellule orageuse. Et très rapidement, en débordant du Tournu-Joie et en arrivant sur la plaine de la Bresse, un arcus qui s'est formé, mais en quelques minutes. Donc je me suis dit, oula, cette cellule était vraiment très très puissante. Donc on a essayé d'aller l'intercepter plus loin, de la dépasser, puisqu'il était déjà trop tard, on était à l'arrière. Donc on l'a traversé pour aller vers Dole, et on a vu dans l'enclume de cette cellule d'énormes mammatus se former. Et là, je suis à l'aplomb des mammatus, en fait. Photo qui a été faite par mon petit ami Lucie. Et pendant que j'étais en train de conduire, malheureusement, sur l'autoroute. Alors imaginez, là on voit que les mammatus, j'en ai jamais vu des aussi gros. Je pense que les chasseurs d'orage qui sont allés aux États-Unis en ont déjà vu, mais en France, j'en avais jamais vu, en tout cas dans la région. Et c'est à l'arrière de ces mammatus que les plus gros grêlons se sont produits. Et imaginez à l'intérieur de ces mammatus, on n'en a malheureusement pas eu sur la photo, je dis parce qu'on était sur l'autoroute, impossible de s'arrêter, des spiders qui strient les mammatus, des éclairs à l'intérieur, enfin, c'est un spectacle vraiment extraordinaire. Alors c'est sûr que ceux qui se sont pris des grêlons entre 10 et 14 cm ont dû trouver le spectacle moins agréable, évidemment.
7 juillet 2012, donc un début juillet à l'image de la fin juin, de la foudre, une chasse intéressante, des pluies vraiment intenses. Et enfin, Météo France ont retenu la leçon du 30 juin puisqu'ils avaient mis un bulletin d'alerte pour le département, ils les ont placés en vigilance orange. Et ce qu'ils auraient dû faire le 30 juin, ils ne l'ont pas fait, avec les dégâts que ça a pu occasionner. Donc plusieurs cellules qui se sont succédées, ici une cellule qui remonte du Morvan. Une autre petite cellule isolée vraiment qui s'est mise à claquer juste à côté de nous, donc par là c'est Chalon, par là c'est Bonne. Donc il y a un rideau de pluie qui s'est mis à se former quasiment devant nous. Il y avait Romain qui était là, Rémi Daugeron aussi qui était là. Et puis ça a duré quoi? Allez, 5-10 minutes. Et pendant 5-10 minutes de la foudre. Et donc côté sympa. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, un autre orage qui arrive, celui-là pareil, très électrique. Donc toujours du Mont-Rome-Château, avec des impacts proches. Et puis, comme Gilou vous en a parlé tout à l'heure, un power flash ici, un double power flash. Certainement qu'il y avait une ligne électrique qui doit passer ici, et puis ça a dû créer un court-circuit. Sans commentaire. Le 21 août, Gilles vous en a parlé tout à l'heure, rappelez donc après plusieurs semaines un peu mi-figue mi-raisin entre début juillet et le 15 août, enfin de nouvelles choses intéressantes à se mettre sous la dent. Donc là je vais sur la colline d'Étrigny vers Collonges. Et formation d'une super cellule. Alors Christophe était sur le coup aussi, si mes souvenirs sont bons. Là, on a la super cellule dans toute sa splendeur. L'Arcus, double Arcus, voire triple Arcus. Nuage mûr, queue de castor, précipitation intense, énorme système convectif. Et à l'intérieur ici de l'enclume, on voyait des spiders non-stop. Vas-y. Donc les éclairs positifs dont Gilles vous a parlé tout à l'heure, dans la même cellule, avec l'Arcus, vas-y, tout au même endroit au niveau du nuage mûr, et là l'Arcus monstrueux qui est arrivé sur nous. Bon là, je peux vous dire que ça commence à souffler dangereusement. Vas-y. Donc après, on a un peu plié bagage parce que c'était vraiment trop dangereux. Et finalement, le 23 août, alors Gilles nous a montré tout à l'heure une photo exceptionnelle, on peut le dire. Donc on était sur le coup, vas-y. Ça, c'est le premier orage en fait qui est passé sur Tournu un peu plus tôt en soirée et qui s'est dirigé ensuite vers là où on était, avec de la foudre proche, vraiment une cellule très très électrique. Le petit village derrière qui va bien, avec un autre orage qui nous est passé dessus, là carrément on était sous les parapluies. Et encore un peu plus tard dans la soirée, un nouvel orage qui déboule sur la plaine, qui traverse toute la plaine, orage très électrique et bien photogénique. Et puis, donc cette fameuse supercellule qui a flashé non-stop pendant 1 heure, la plus grosse pile électrique qui nous a été donnée d'observer, je pense que aussi. C'était vraiment intense. Et rappelez-vous de la petite anecdote, j'ai su mon objectif évidemment au moment où tombe l'éclair de folie de la soirée, qui est tombé dans cette région-là. Et là on voit bien tout le système pluvieux, derrière pluvio grêleux, enfin, l'Arcus devant, le ciel ultra tourmenté, parce que ça avançait vite quand même. Et vas-y. Mais heureusement, ce soir-là, la Vierge veillait sur nous. Donc, eh bien, il ne pouvait rien nous arriver. Vas-y. Et je vous remercie. Donc, cette conférence va toucher à sa fin. Mais, donc on a parlé un peu des règles de sécurité tout à l'heure, donc on va peut-être pas revenir dessus. Hein?
parlé. C'est un peu comme la remise des prix, vous savez, il faut quand même passer au remerciement, on est obligé. Mais je le fais avec joie et en train. Donc d'abord, je remercie tout le personnel du Centre Eden d'avoir mis à disposition ce magnifique écrin. Merci à Lucie, l'hôtesse d'accueil, merci à Aurélie, la responsable de com, merci à Monsieur Lefebvre, directeur du centre, et puis tout le personnel, par exemple, pour la mise à disposition des grilles. Sans eux, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Mickaël Bailly de Belgorage, Mickaël, si tu nous regardes, merci à toi pour ton superbe film. Alors certains ont dit que c'était un peu trop technique. Je pense que c'était quand même très intéressant. Mais technique quand même pour les profanes, on va dire. Gilles, pour être venu de Lyon et pour avoir remplacé au pied levé notre ami commun Christophe Suarez, qui était censé venir faire la conférence au départ, mais qui malheureusement a été retenu par une astreinte au travail, et qui nous a annoncé ça il y a une quinzaine de jours. Donc j'ai appelé Gilles et je dis écoute Gilles, j'ai besoin de toi, tu peux venir, pas de problème, oui, je viens. Donc merci à lui. Merci aussi à Gilles pour ses conseils photographiques. Parce que lui, comme Christophe Suarez, ce sont des gens qui m'ont fait progresser en photo. Ils ne sont jamais avares de conseils. Tous les collègues chasseurs d'orage qui ont fait le déplacement aujourd'hui, je suis vraiment ravi que vous soyez là. Un coucou à tous les chasseurs d'orage en France qui nous regardent en direct depuis tout à l'heure sur Chasing Live. Merci d'avoir mis ça à disposition, Alexis. Et puis, évidemment, vous tous, pour avoir fait le déplacement, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, qu'on ne vous aura pas trop saoulé. Et écoutez, on a une petite expo là derrière. Si vous ne les avez pas encore vu les photos, vous pouvez y aller. On est à votre disposition si vous voulez en acquérir. Et puis, merci au Centre Eden encore une fois. Et merci à la nature de nous offrir un tel spectacle. Merci à vous. Bonsoir.